Hey, salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Tire-toi une bûche. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Encore une fois, cette semaine, je tiens à remercier Martin Levac. Martin qui est auteur, compositeur, interprète, professeur de drum, personnificateur de Phil Collins. Il enseigne aussi le chant. Si vous voulez l'encourager, s'il vous plaît, allez suivre sa page Facebook, sa chaîne YouTube ou allez sur le martinlevac.com pour voir toutes ses dates de spectacle, acheter de la marchandise, des disques, des vinyles, des chandails, des casquettes, des tasses. Donc, s'il vous plaît, aidez Martin, allez l'encourager. Et aussi le Studio Bapaume. Le Studio Bapaume, c'est l'endroit où j'enregistre le podcast à chaque semaine. Vous pouvez aussi vous-même venir enregistrer vos projets. Ils peuvent vous aider aussi avec le montage, avec les droits d'auteur. Vous pouvez louer la salle aussi pour faire soit présenter un spectacle ou pour faire un party privé. Donc, si vous avez des questions, vous avez juste à rejoindre Janice sur le Facebook du Studio Bapaume, puis elle va se faire plaisir de vous aider. OK, donc, cette semaine, ça fait une semaine. Là, on est le vendredi avant que je publie, puis je sais toujours pas quoi vous conter. J'ai plein d'histoires, puis ça sort jamais bien. Puis, je me suis mis à penser à une affaire. Dans la vie, personnellement, j'ai appris à faire attention au type de blagues que je fais lorsque je rencontre du monde qui ne me connaissent pas. J'ai tendance à faire des blagues soit de mauvais goût, des blagues douteuses ou de l'humour noir. Je sais ce que j'aime, c'est ça qui me fait rire. Mais ça m'a souvent mis, pas dans le trouble, mais ça a souvent fait que des gens avaient une mauvaise opinion de moi en partant. Puis même des gens que je connais depuis longtemps, des fois, ils comprennent pas. Puis un exemple. Il y a peut-être quelques années, un an ou deux, on était dans la cuisine chez nous, puis moi, je faisais la vaisselle, puis ma conjointe jasait avec sa sœur, puis un moment donné, il était là, la conversation commençait à dévier, puis j'entendais comme « Ouais, mais tu sais, les enfants, les ados, ils n'ont pas nécessairement envie de parler de sexualité avec leurs parents ou avec de la famille, tu sais, ça les met mal à l'aise, puis tout ça. » Moi, je me reviens, je regarde ma belle-sœur, puis je dis « Ben voyons donc, c'est normal. » Moi, c'est mon oncle qui m'a montré tout ce que je sais aujourd'hui. La face qu'elle a faite. Pendant 10 secondes, elle me regardait avec un air inquiet, puis au final, elle a finalement compris que c'était une joke quand elle a vu que ma blonde à côté, qui était habituée à mon humour douteux, était crampée. Donc, ça, je me suis souvent mis les pieds dans les plats en faisant des blagues douteuses à du monde que je connaissais pas ou que je venais juste de rencontrer. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, c'est la petite histoire du jour. Donc, l'épisode de cette semaine, c'est Pascal Aubin. Pascal, c'est lui qui m'a contacté pour venir au podcast. Il est venu nous raconter son histoire. Pascal a été adopté. Il est d'origine brésilienne. Puis, il est venu nous raconter tout ça. Comment ça s'est passé. Comment que lorsqu'il était petit au primaire, il a réalisé finalement qu'il n'était pas comme les autres. Sa couleur de peau était différente. Après ça, comment il a tenté de rentrer en contact avec sa famille. Puis, jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des développements qui continuent. Donc, ça a vraiment été une belle rencontre. Ça a été super intéressant. Je remercie Pascal d'être venu au studio pour nous raconter ça. Puis, j'espère que vous allez apprécier son histoire autant que moi. Donc, sur ça, je vous souhaite une bonne écoute et à la semaine prochaine. Au revoir. L'église, tout jouer au... voyons, comment ils appellent ça? Shuffleboard. Shuffleboard. Je pense pas que ma mère joue au shuffleboard. Ouais. OK. C'est ça. T'es-tu prêt à commencer? Ben, certain. C'est une histoire que je connais. T'as connais? Ah, ben oui, je la connais, mais ouais. All right, ben, bienvenue Pascal, bienvenue à Tire-toi une bûche. Salut Denis, merci. Comme je t'expliquais tantôt, t'es la seule personne à date que j'invite, que j'ai aucune information, parce que t'es pas une personnalité publique, fait que je peux pas vraiment faire de recherche sur toi. Puis, vu que ça fait des années qu'on se voit pas, je vois ce qui passe sur Facebook, là.
Je sais que t'as un chien, je sais que t'as un gars, puis que t'aimes ça prendre des marches. J'ai 2 chiens. Non, okay. ouais. Non, mais c'est l'essentiel de la simple vie. Mais non, mais c'est ça. Mais écoute, moi, je me suis intéressé à ton émission, à ton projet de podcast. Puis, c'est ça, j'ai été adopté. Puis, je me suis dit, pourquoi pas, j'irais raconter mon histoire avec Denis. Ah non, mais c'est cool. Puis, j'essaie de faire des recherches un peu parce qu'il y a quelqu'un qui me disait, ouais, des années 70, c'était spécial, un peu l'adoption qui se faisait au Brésil, c'était pas clean. C'est bien. J'ai essayé de faire des recherches, mais c'est parce qu'il se passe la même affaire aujourd'hui, fait que je retrouve juste des affaires d'aujourd'hui. Parce qu'il y a eu un simili-scandale dernièrement, là, qu'ils ont fait présenter des enfants sur des podiums là, pour les. Au Brésil, ça? Oui, c'est dernièrement, dans les derniers mois, là. Ça avait de l'air. Un meat market. Là. Ils mettaient les enfants sur un podium pour les présenter, puis c'était des enfants adoptés. Ouais. Mais écoute, c'est bon que tu sois au courant de tout ça. Puis moi, j'ai appris ça dernièrement aussi. Mais mon histoire, elle se passe en 2 temps. Parce que je me l'ai fait raconter. Puis il y a eu, quand j'ai grandi ou quand j'ai eu 14, 15, 16 ans, que j'étais plus conscient de mon adoption. Puis là, j'ai commencé à faire des recherches. Puis il y a eu Facebook. Puis j'ai repris contact avec ma famille. Mais on peut commencer du début, c'est oui, ben c'est toi, c'est ton histoire. Écoute, je suis arrivé ici en 1977, j'avais 1 an. Ma mère adoptive, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que son père travaillait en prison, dans un gardien de prison, avec un collègue. Le collègue, sa sœur, c'était une religieuse. Qu'on appelle Sœur Thérèse, qui est décédée aujourd'hui. Cette religieuse-là aidait ou faisait l'adoption. Puis, le père à ma mère adoptive, elle lui a dit, écoute, je pourrais peut-être t'aider à avoir des enfants, parce que ma mère ne peut pas avoir d'enfants, comme j'ai dit tantôt. Puis, écris-y une lettre, puis on va voir, le processus va s'entamer. Mais ça, plus tard, je l'ai su par Sœur Thérèse. Elle s'était dit, moi, c'est fini l'adoption. J'ai dit, elle n'en fait plus. Elle l'avait déjà fait avec d'autres enfants. Donc, ma mère, Rachel, elle écrit une lettre à Sœur Thérèse pour faire la demande, pour aller au Brésil. Puis, elle explique son cas. Puis, Sœur Thérèse lit la lettre. Puis, à la fin de la lettre, elle voit le nom de Rachel, qui, elle croit que c'est sa cousine. Ouais. Donc, elle s'est dit, moi, c'est vu que c'est ma cousine, ça va être la dernière adoption que je vais faire. Fait que le processus s'est entamé, puis elle s'est rendue compte que quand ils se sont vus, se sont rencontrés ou se sont parlé... C'est pas la bonne Rachel. Non, pas du tout. Fait que tu vois le hasard de la vie. Puis là, c'est ça. Fait que là, ma mère adoptive, mon père adoptif, puis les parents de ma mère sont venus au Brésil pour rencontrer Sœur Thérèse pour débuter... pour venir voir les enfants. Disponible, si on veut. Okay. Mais c'est un orphelinat? Oui, exactement, c'est ça. Mais mes vrais parents, eux avaient la lèpre. Moi, je suis né dans le nord-est du Brésil, là, c'est à San Luis, c'est un petit village qui s'appelle Bonfim. Puis ce petit village-là, c'est un village lépreux. Mes parents, là-bas, j'avais un frère, puis j'ai une sœur qui avait 11 ans puis 13 ans de différence avec moi. Donc, ma mère était trop malade pour s'occuper de moi. Puis mon père aussi. Donc, c'est ma soeur qui s'occupait de moi ou qui allait me rendre visite ou qui venait me voir. Mais j'étais à l'orphelinat et j'étais le plus jeune des enfants là-bas. C'est ça. Fait que là, ma mère est venue. Puis bon, elle est tombée en amour avec moi. Là. C'est quand même tout un hasard que la vie que tu as eue en ce moment, tout ça parce qu'il y a eu une erreur sur la personne. C'est incroyable. Lorsque ta mère adoptive a envoyé une lettre. C'est incroyable. Quand on y pense, c'est... Ta vie aurait pu être tout à fait différente si ça n'aurait pas été de cette petite erreur-là. Exactement. Puis ça, tu vois, je me l'ai fait compter par Sœur Thérèse plus tard, là, quand, comme je disais, quand j'avais des discussions avec elle ou quand j'étais conscient ou quand j'étais plus curieux de mon adoption de mon village puis de mon pays. Donc, c'est ça. Fait que là, ils viennent me voir, puis là, j'étais plus jeune, puis ma mère, c'est sûr qu'elle m'a choisi, elle voulait m'avoir. Puis là, en tout cas, il y avait des histoires de papier, puis tout ça. Puis là-bas, je pense que ma mère, au cours du voyage, je pense qu'ils sont restés 3 semaines, elle voulait avoir un autre enfant, elle voulait adopter un autre enfant, parce qu'à la base, elle en voulait juste un.
Puis là-bas, j'étais toujours avec une petite fille de mon âge. Puis quand ma mère a décidé que elle a décidé que, OK, je vais prendre la petite fille qui est avec. Puis quand il est retourné le lendemain, la petite fille était décédée. Ah. Il appelait ça un cœur de bœuf. Je pense que son cœur n'était pas assez fort. Donc, on a su, ma mère a su. Quand je parle de ma mère, je parle de ma mère adoptive, là, parce que c'est confondant, puis beaucoup de monde me pose la question. Elle a su qu'il y avait une mère qui venait d'avoir un enfant, puis qu'elle ne pouvait pas s'en occuper. Et cet enfant-là est devenu ma sœur adoptive aujourd'hui, avec qui j'ai grandi au Canada. C'est ça. Donc, moi, je suis reparti en avion avec mes parents, avec mes parents adoptifs, mes grands-parents. Puis ta sœur? Non, ma sœur, elle est arrivée vu qu'elle venait juste naissante, oui, c'est ça. Attendre. Elle a attendu, elle est arrivée, je pense, 22 jours plus tard avec un prêtre du Brésil en avion. C'est ça. Puis quand je suis arrivé ici, qu'est-ce qu'on me dit? Quand je suis arrivé dans la famille, bon, c'était la fête, puis tout. Puis au Brésil, on est tout nu, on est en couche, il fait chaud. Il fait pas aussi chaud qu'aujourd'hui, c'est moins humide. Et il paraît que je voulais toujours me déshabiller, puis je voulais tout le temps être nu. Puis aussi, on me dit que là-bas, à l'orphelinat, il n'y avait que des femmes. Alors, quand je suis arrivé au Canada, il n'était pas question que je me laisse prendre par les hommes. Puis avec les femmes, ça allait bien. J'ai grandi. Puis à chaque année, quand mes parents sont venus, ils ont filmé le voyage, je veux pas. Puis à chaque année, mon père, on faisait un souper, puis sœur Thérèse venait nous voir à Saint-Grégoire, Mont-Saint-Grégoire. Puis c'était la fête, le souper, puis voyons, c'est quoi, les 15 mm, les vieilles caméras, là, avec des rubans, là, c'est ça? Oui, 15, 38. Quelque chose de même. Bon, là, on allait avec le projecteur, puis là, on regardait cette petite vidéo-là qui durait 3 minutes, qui était l'événement clé de la soirée. Puis à chaque année, c'était tout le temps le même passage. Bien sûr, après ça, il y a eu l'école primaire où on s'est rencontrés. Puis, et on était juste 3 Noirs dans le village. 3 ou 4, là, 2. Je sais pas. Dans ma tête, il y a toi, puis Yann. Tu sais, il est indien en réalité, ouais. Là, mais il était très foncé. Fait que non. C'est. Vous êtes les deux seuls que. Il y avait ma soeur qui était plus jeune. Là, j'ai pas eu de contact vraiment avec ta soeur. Quand t'es jeune, là, t'as un an de différence, mais c'est un autre monde, là, souvent. Exactement. Là. Puis je pense qu'il y avait Emmanuel Oligny aussi. Ah, oui, c'est vrai, restait à côté de chez nous. Fait que là, la primaire, ça n'a pas toujours été facile, vu à ma couleur de peau, tu sais. Puis. On a grandi, puis en tout cas, il y a eu les chicanes, puis on est des enfants, on est au primaire. Puis, justement, je parle de ça parce que je me rappelle, je pense, en 4e année, j'étais arrivé en pleurant de l'école, puis je m'étais fait écœurer ou traiter de nègre, quoi que ce soit. Puis, je m'étais assis sur les genoux de ma mère, puis j'avais posé la question pourquoi je suis noir. Et puis là, c'est là que le dénouement, je crois, de mémoire de l'adoption, c'est. Comment je peux dire ça? C'est là que le déclic s'est fait. Parce que, tu sais, je te parle des fêtes à tous les jours, puis pas toutes les choses, excuse-moi, à toutes les années. Annuelles, c'est ça. Là, il y a comme un déclic qui s'est fait en disant, OK, là, je t'ai adopté, puis là, j'ai comme pris conscience de c'était quoi l'adoption, tu sais. Quand t'es plus jeune, c'est une fête, puis je me vois sur vidéo, en tout cas. Puis, en même temps, ma mère, elle, à toutes les années, elle écrivait des lettres à mes parents. Elle envoyait des photos. Puis, rendu à 11 ans, 12 ans, elle a dit là, t'es assez grand pour commencer à écrire tes propres lettres. Fait que là, c'est là que j'ai commencé à poser des questions. Le pourquoi de l'adoption. Comment ça s'est passé? Pourquoi vous m'avez laissé partir? C'est là que j'ai compris que mes parents étaient malades. Ça a été une décision de mon père. C'est sûr que j'imaginais la scène, ça doit pas être très, très, très facile. Mon père m'a expliqué dans la lettre que ça, je vais revenir plus tard sur cette histoire-là. Ma sœur était dans la maison, ma mère était sur le bord de la porte, elle pleurait. Il était pas d'accord avec ma sœur était pas d'accord avec ces décisions-là. Puis pour mon père, pour lui, c'était le mieux pour moi. Que je crois qu'aujourd'hui, il y avait raison avec tout ce qui se passe au Brésil, puis avec dans quel état eux vivent maintenant aujourd'hui.
Et puis, à quelque part, oui, là, à quelque part, en vieillissant, bon, à 20 ans, bon, tu veux faire la fête, quoi que ce soit, tu penses pas à aller au Brésil ou quoi que ce soit. Puis ma mère, à 17 ans, elle dit, bon, là, elle a dit, bon, il est temps qu'on aille voir ton pays avec ma soeur. Puis mon père, on est arrivé au consulat canadien pour faire les passeports, la demande de passeport. Puis, je vais toujours m'en rappeler, c'était long, il y avait du monde. Puis c'était pas comme aujourd'hui. Mais je veux dire, le principe, la façon de procéder. Puis le monsieur, il tapait sur l'ordinateur, sur son clavier. Puis il nous regardait. Il continuait à regarder sur son clavier, son écran, il nous regardait. Il dit, madame, il dit, vos enfants ne sont pas citoyens canadiens. Mais là, tout le monde, nos visages. Là, et ça faisait 16 ans que j'étais ici, je n'étais pas citoyen canadien. Puis ma soeur, ça faisait 15 ans. Non, elle était arrivée en dessous. Puis. Mais t'avais un permis de conduire? J'avais un permis de conduire. T'avais un permis de conduire, t'avais été à l'école, t'avais eu des diplômes, puis tout, mais t'étais pas citoyen canadien. Mais j'ai joué au hockey. J'ai joué au hockey pendant 7 ans. Puis quand on allait au tournoi aux États-Unis, c'est arrivé 2 fois, je me suis fait refuser. Passer aux douanes, pour moi, c'était l'enfer. Ouais, c'était les questions, puis les questions. Puis, tu vois, le douanier, avec du recul, tu dis, OK, lui, il a fait sa job. J'avais pas mon visa, je n'étais pas citoyen, il nous avait refusé. Donc, on a fait un processus de demande de citoyenneté au plus vite. Je pense que ça a pris 4 mois. Et avant mes 18 ans, j'ai eu ma citoyenneté canadienne. Pourquoi, là, avant des 18 ans? C'est parce qu'au Brésil, tu es obligé de faire ton service militaire à 18 ans. Ouais. Alors, si on retournait au Brésil pour visiter ma famille, tu serais resté là-bas faire ton service. Chance, oui. Donc, entre-temps, mes parents se sont séparés. Hein, puis le voyage est tombé à l'eau. Puis, j'étais à l'école au cégep. Puis, il y a eu l'espèce d'horloge, pas l'horloge biologique, mais l'horloge qui dit, bon, là il faut que j'aille voir ma famille. Il faut que je sache d'où je viens puis qu'est-ce qui se passe. À 24 ans, j'ai dit, OK, je m'en vais tout ça, je m'en vais au Brésil. Je magasine mes billets, parce que c'est cher là-bas, là, c'est encore cher aujourd'hui. Je pense que un billet, c'est 1600, 1700. Beaucoup d'escales. Oui. Et j'achète mon billet. Et en novembre, le 24 novembre, je pense que je pars au Brésil. Au début novembre, je reçois un appel. Puis c'est une autre religieuse qui me dit que Sœur Thérèse, qui est encore au Brésil, qui est toujours en mission. D'ailleurs, sa mission là-bas, c'était d'aider les enfants puis pour qu'il y ait quelque chose à manger ou l'éducation. Et j'apprends que Sœur Thérèse revient au Canada pour faire un triple pontage. Là, je dis OK. Puis on me dit que c'est sûr qu'elle, quand je vais au Brésil, elle aimerait ça être là, elle aimerait ça m'accueillir, elle aimerait ça revoir 23 ans plus tard le petit gars d'1 an qui est parti. Qui revient chez lui. Donc, j'ai annulé mon voyage. Et puis, tout ça a tombé dans l'oubli, si on veut. Tu sais, c'est sûr qu'on y pense, c'est sûr qu'on sait qu'on est noir, qu'on a la peau noire, qu'on est brésilien. Mais ici, tu sais, j'ai grandi ici, mes amis sont ici, ma vie est ici. Fait que c'est la raison de l'oubli que t'es chez toi, dans ton confort, dans ta routine. Fait que l'idée d'y retourner pas. Mais des fois, tu as des petits c'est vrai. Mais exemple, tu regardes la Coupe du Monde ou tu rencontres des Brésiliens. Tu dis, je viens du Brésil. Puis... Mais et là, Facebook apparaît. Facebook arrive dans la vie de tout le monde. Et là, 3 ans, 4 ans. Entre-temps, je continue toujours à communiquer avec mes parents, avec mon père. Parce qu'en 96, ma mère est décédée. 94, ma mère est décédée. Okay. Décédée de sa maladie. Puis là, j'apprends que mon frère... on parlait de chance tantôt, puis d'hasard, puis de le fait d'être ici. Mon frère, il n'a pas eu cette chance-là, mais il était plus vieux. Lui, c'est au Brésil, où c'est soit l'école ou les gangs de rue, où ce qui était, là, où ce qu'on vivait. Puis pour mon frère, ça a été les gangs de rue. Là, j'apprends que, il s'en va en prison. Mon père le fait sortir de prison.
Il a été 2-3 fois en prison. Puis pendant 2-3 ans, j'ai plus de nouvelles de lui. On ne sait plus qu'est-ce qui se passe. Puis, un an plus tard, j'apprends qu'il s'est fait tirer par les gangs de rue puis qu'il est décédé. Bon. Fait que là, oui, c'est triste parce que c'est sûr que tu veux voir. J'aurais aimé voir. Il y a de moins en moins de monde. Dans le de famille. De famille, ouais, là. c'est ça. Mon père, il est très, 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 très triste de tout ça. De qu'est-ce qu'on me dit que il aussi était malade encore de la lèpre. Puis de qu'est-ce qu'on me dit, c'est qu'il s'est comme laissé mourir. Puis je pense qu'il est mort 3 ou 4 mois après. Donc là, mon père, ma mère, mon frère et mon père sont décédés. Là, le sentiment d'urgence d'aller voir ma famille, il se crée de plus en plus. Puis c'est là que Facebook arrive, par hasard. Non, est-ce qu'il a écrit Facebook déjà? Son nom? Mark... Pas Goubard. J. Wahlberg, mais c'est pas lui. Et puis là, je me dis, je continue à écrire des lettres. Puis là, ma soeur, sa fille la plus vieille, qui s'appelle Myriam, aujourd'hui qui a 34 ans, plus jeune, on communiquait, puis c'était cute. On faisait des prints de mon pouce. Puis elle me renvoyait la même chose. Puis des photos, on faisait des échanges de photos. J'envoyais des photos. C'était un processus qui... c'était pas un processus, mais je veux envoyer une lettre au Brésil, c'est long. On ne sait pas si ça va se rendre. Donc, des fois, je recevais des appels. Il y avait des religieuses qui venaient du Brésil, qui venaient au Canada. Je les rencontrais, on jasait. Je leur donnais des lettres, des photos, et ils allaient voir ma famille. Et puis là, je disais, tiens, je vais faire une recherche de Myriam, je savais que c'était Myriam, de Myriam Ribeiro sur Facebook. Et je la trouve. Et puis là, j'écris, puis grâce à la traduction, parce que je suis arrivé ici 1 an, fait que je parle pas là, j'ai appris des cours, mais je parle pas beaucoup portugais. Fait que je commence à y écrire, puis elle me répond. Puis là, je me nomme, puis là, je dis, est-ce que tu me reconnais? Est-ce que c'est moi? Elle a dit oui, oui, oui. Et puis là, la famille Facebook, ça grandit. Ma soeur, elle a 5 enfants. Fait que là, les 5 enfants sont amis Facebook. Les tantes que je connais pas. Ma soeur n'a pas Facebook. C'est très pauvre encore. C'est très pauvre. Mais au Brésil, il y a WhatsApp. C'est très populaire là-bas. Donc, finalement, je réussis à communiquer avec ma soeur par WhatsApp, mais toujours avec la traduction. Portugais-français. Portugais-français, oui. Puis là, il faut faire attention parce que le portugais du Portugal puis le portugais du Brésil, c'est différent. Donc, c'est ça, on commence à communiquer. Puis là, c'est merveilleux. On s'échange des photos, on se parle. Et puis là, ça a été, je pense, ça a été une très belle rencontre. C'est un dénouement, si on veut. Un soir, je reçois un clean là, de Facebook, de Messenger. Puis c'est une fille qui s'appelle Guirlaine. Elle reste à Rio, puis elle me parle. Elle dit salut. Elle dit je m'appelle Guirlaine. Elle dit j'étais la voisine de ton père quand je restais à San Luis. Elle dit je connais ton histoire par cœur. Elle dit ton père nous racontait, il nous montrait les lettres, nous racontait comment ça s'était passé. Puis, avec cette personne-là, il y a un dialogue qui s'est créé. J'ai su beaucoup plus de choses avec cette personne-là que ma famille a pu me parler. Grâce, je pense, aussi à l'éducation, parce qu'elle, présentement, reste à Rio, puis son mari travaille dans les banques. Donc, la communication est plus facile pour le parler, puis pour l'écrit, puis pour la traduction, parce que si tu oublies de marquer, je sais pas, un I ou un A, le traducteur, lui, il fait pas. Fait que là, moi, je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Ouais, fait que là, c'est pour ça que je te dis cette histoire-là, c'est en 2 temps, parce que là, avec elle, j'ai appris de ce qu'on a parlé au début, qu'au Brésil, l'adoption, c'était pas Jojo. Puis elle m'a montré un reportage sur l'adoption dans les années 70, puis elle m'a dit que le président faisait croire aux parents que les enfants, que eux, les parents qui avaient la lèpre, les enfants allaient aussi l'avoir ou pouvaient aussi l'avoir pour être contagieux, puis qu'il fallait absolument donner leur enfant en adoption. Ça a fait quelque chose. Le gouvernement retirait quoi de ça? J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée, mais c'est sûr que... Écoute, j'ai encore ces papiers-là. J'ai vu des papiers, ben oui, il y a des montants d'argent. C'est sûr que ça fait quelque chose des fois de savoir que par un montant d'argent, tu t'es été transféré ou tu étais...
Le gouvernement a retiré sûrement de l'argent. Mais tu sais, le Brésil, ben là, avec le nouveau gouvernement Bolsonaro, c'est un pays de magouilles qui garde tout à l'interne. C'est un simple exemple. Le système aérien est contrôlé. Tu vas au Brésil, tu vas à Sao Paulo, tu vas à Rio, c'est tout. Puis après, tu te promènes. Eux autres, ils veulent contrôler leur système. Fait que j'imagine que cette histoire-là d'adoption, ben, ils recevaient sûrement des montants qu'ils gardaient pour eux autres et non pour les familles. Ouais. Ma famille n'a jamais touché à ces montants-là. Ouais, c'est ça. Mais tu me laisses prendre une gorgée, ouais. Ben oui, vas-y. T'as le droit de boire. Ben oui. On n'a pas... Il n'y a pas de format, il n'y a pas de roche. Ah, puis tu vas faire des Non, je fais jamais de montage. Non, jamais. Jamais. C'est la meilleure des choses. J'arrange le son, mais je fais pas de montage. Pas vrai. Il n'y a pas de censure. La seule affaire Ouais, vas-y. pas de censure. La seule affaire, c'est la haine. C'est la seule affaire que je couperais, là, mais c'est tout. Écoute, je vous ai entendu sacré avec Marc, là, c'était... Mais bon, c'est ça, cette personne-là, ouais, c'est ça, elle m'a raconté comment que mon père était. Parce qu'il veut pas, c'était sa voisine. Oui, c'est ça, t'as un œil extérieur qui est capable de décrire quelle personne c'était. Exactement. En même temps, plus de ce que les enfants, ma soeur, pouvaient me dire, plus que les religieuses pouvaient me dire. Puis elle pouvait me dire, puis on a créé un lien virtuel, mais quand même, elle me contait beaucoup de choses que ça me fait, ben, que j'étais content d'entendre. Elle m'a dit, ton père m'emmenait à la pêche, ton père, c'était comme un père pour moi. Je sais pas ce que son père à Guirlaine est, mais donc c'est ça. Puis le projet d'aller au Brésil, elle veut pas la communication, puis là, je dis, OK, là tu vois la famille de ta sœur. Puis là, c'est sûr que l'été prochain, on a décidé d'aller au Brésil, d'aller voir ce village-là. Puis aussi, il y a eu un film, le film Lion. Là, c'est un enfant, c'est un hindou qui est adopté par une famille anglaise, je crois. C'est un super de beau film. Ce film-là, j'ai pleuré dans le cinéma. J'ai pas dit un mot le soir. Le lendemain, au déjeuner, je parlais pas. Ce film-là, il m'a touché. Là. C'est comme si je voyais mon film. C'est comme si je voyais ma vie. Tu t'es identifié au personnage. Exactement. Puis Nicole Kidman, qui l'ont mis une mère des années 80, elle me faisait penser à ma mère. Ma mère, elle avait un petit peu de roux, un peu. En tout cas, maman, si tu m'entends, je pense. Puis je voyais Nicole Kidman, je voyais ma mère, puis les difficultés qu'elle a eues avec son autre enfant adoptif, ce qui a été un peu aussi le cas, la rébellion de ma sœur un peu. Puis, alors que moi, j'étais plus sage, je crois. Et puis, ou tu te faisais pas pogner. Non, je me suis fait pogner une fois. Mais non, j'étais plus sage, je me suis lancé dans les sports, c'est ça. Mais où est-ce que je vais en venir avec tout ça? Où est-ce que je pourrais... c'est ça, le voyage se prépare pour l'année prochaine. OK. Il y a une émission, c'est quoi l'émission? Avec Marc Orsini, là, Deuxième Chance? Ou, non, c'est pas Deuxième Chance. Il recherche du monde... Oui, mais j'écoute tellement pas la télé que... moi non plus, Internet. Mais bon, d'ailleurs, une parenthèse, en étant brésilien, quand tu fais des rencontres un peu partout au Québec, quoi que ce soit, en brésilien, on se reconnaît, puis on parle de ce que tu viens au Brésil. Mais premièrement, la plupart, en tout cas, je pense, la plupart des Brésiliens au Québec viennent tous de Sao Paulo, là. Sao Paulo, on l'oublie ou on y pense pas, mais Sao Paulo, c'est une ville de 10 millions. C'est beaucoup, c'est immense, c'est la ville du béton. Là, allez voir sur YouTube, là, Sao Paulo, là, c'est assez intense. J'ai fait des rencontres, justement. On s'en va à Cuba, on a nos gilets du Brésil, on rencontre une Brésilienne, mais un couple brésilien avec leur enfant, aujourd'hui, c'est nos amis. Puis, je savais que je vais au Brésil l'année prochaine. Fait que j'ai décidé de prendre des cours de portugais. À 42 ans, l'année passée, c'est pas facile apprendre une autre langue. Vraiment pas. Puis, surtout 1 heure par semaine.
Puis surtout quand tu ne pratiques pas le verbal avec des gens. Mais tu vois, la Brésilienne que je vous parle, que je rencontrais à Cuba, elle allait écouter une émission avec Marina Sini que c'est du monde qui cherche leurs parents, leurs enfants ou quoi que ce soit. Et elle m'a dit d'écouter une émission où une Brésilienne de San Luis, du même village que moi, cherchait sa mère. Puis j'ai écouté cette émission-là. Sabrina alors qui a passé cette émission-là, qui va sûrement écouter l'entrevue. Après avoir écouté, et bon, encore une fois, j'ai pleuré deux, trois fois dans cette émission-là, en voyant le village. La première fois, tu voyais tu as peut-être vu des photos, mais là, tu t'étais filmé, tu voyais le village. Oui, mais non, ben oui, puis non, là, mais c'est ce que sur YouTube, à cette heure, tu marques ça tu peux tout voir. Mais dans l'émission, il y a un moment où elle arrive devant la mer, puis c'est le silence, puis elle dit, on la voit respirer, puis elle dit, je me sens chez nous, tu sais. Puis pour moi, là, je me vois dans un an, dans ce voyage-là, me sentir chez nous. Puis à la fin de l'émission, j'ai décidé d'y parler. J'ai dit, allô, je viens d'écouter ton émission, je viens du même village que toi. Puis, bref, on a parlé pendant 2 heures. Puis pour me rendre compte que je suis né à 30 minutes de sa maison, du même village. Puis, je me rends compte aussi que l'année prochaine, elle aussi, elle s'en va au Brésil. Parce qu'avec l'émission, tout se passe très vite. Je pense qu'il reste 2 ou 3 jours. Puis, elle aussi, l'été prochain, elle s'en va au Brésil en même temps que moi. Tu vas-tu tout seul? T'amènes ton gars? Non, je vais amener mon gars puis ma blonde, ouais. Ben, à date, là, je veux dire. Je sais pas. Peut-être que ma soeur Julie va vouloir venir. Mais c'est une longue préparation à ce voyage-là. Là, les vaccins, les passeports, l'assurance d'aller au Brésil, parce que le Canada, s'il arrive quelque chose, je pense qu'il ne te protège pas dans ton pays d'origine, dans le pays où tu es venu au monde. Je suis pas au courant de ces règles-là, mais... Fait que tous les papiers, il faut qu'ils soient à la règle aussi. Fait que c'est ça. Puis les billets, ça coûte cher. Les vaccins pour tout le monde. Puis le temps d'y aller là. Je pense qu'il faut au moins y aller un bon 3 à 4 semaines. Puis Guirlaine, que je vous parlais tantôt, qui est à Rio, elle va peut-être venir à San Luis parce que sa mère est encore là. Ou on va aller 2 semaines à San Luis, puis nous, on va aller à Sao Luis. Ou nous, on va aller à Rio après voir Guirlaine. On s'est fait des petits contacts. Mais tu vois, encore là, Guirlaine, j'y parle des fois. Elle montre des photos. C'est ce soir à Rio. Puis là, je dis qu'elle prépare à manger, quoi que ce soit. Je dis OK. Elle dit ce soir, je sors pas. J'entends des coups de feu depuis tantôt. Puis j'ai décidé de rester chez nous. Tu sais. Et c'est ça, je voulais te poser aussi comme question, parce que là, c'est ça. Tu t'en vas là-bas avec ta blonde, ton fils, mais côté sécurité, je sais que des pays en crise, des fois, les situations peuvent se revirer rapidement. Assez rapidement. Puis, si je t'inquiète, si j'étais avec les religieuses, peut-être pas, non. Non, je suis pas inquiet. Non, je pense qu'il faut pas penser à ça. Je pense que les gens avec qui on va être vont nous sécuriser. Puis, comme je dis tantôt avec Facebook, le fils à ma soeur qui s'appelle Mathéos, que d'ailleurs j'ai nommé mon gars Mathéo un peu à cause de lui, mais avec qui je m'entends bien quand on jase sur Facebook. On voit les photos, ils sont festifs, ils jouent au soccer, la vie a l'air belle, mais la vie n'est pas toujours belle. Non. En parlant de la vie n'est pas toujours belle, j'ai eu une conversation cet hiver avec ma sœur qui est très triste. Ma sœur, j'ai trouvé ça dur. Elle s'est demandé, quand tantôt je vous parlais, là, quand je suis parti, là, mon père était à côté sur le cadre de porte, puis ma mère qui était... ma soeur, elle m'a conté qu'elle était en dessous du lit, puis qu'elle pleurait, puis qu'elle voulait pas que je parte. Puis cet hiver, elle me disait, pourquoi t'es parti? Pourquoi on t'a laissé partir? Mon nom au Brésil, c'était Claudio Omar. Pourquoi t'as changé de nom? Pourquoi tu t'appelles Pascal? Et là, c'est d'essayer de la convaincre, d'essayer de lui dire que tout va bien, que c'était pour le mieux. Moi, je crois qu'elle se sent seule parce que Guirlaine et ma sœur Marie se parlent.
Et Gwirlyn me dit, ta sœur se sent seule, ta sœur est triste. Ils n'ont pas de métier, ils n'ont pas d'éducation. Elle s'occupe des enfants de sa fille, la plus vieille. Elle a trois enfants, elle s'occupe des enfants. Ouais, ça m'a fait quelque chose. Elle m'a envoyé des photos de la maison qui n'a jamais été rénovée depuis que mon père est décédé. Les murs qui sont en train de tomber. La laveuse, il n'y a personne ici qui laverait son linge là-dedans, tu sais. J'ai trouvé ça dur. D'ailleurs, ma soeur m'a demandé de l'argent, tu sais, d'envoyer de l'argent pour. Ça a été c'est un questionnement. Je disais, est-ce que je lui envoie de l'argent? Les religieuses me disaient toujours, envoie pas de l'argent. Parce que tout d'un coup, eux, ils vont arriver, ils vont avoir de l'argent, il y a de l'argent qui rentre. Les autres villageois vont se demander pourquoi, puis là, ça va être leur vie qui va être en danger. À chaque fois qu'une religieuse allait retourner en mission au Brésil, je donnais du linge ou des souliers, quelque chose comme ça. Puis là, en fait de préparation pour le voyage, j'arrive là-bas, je vais arriver avec du linge. Oui, je vais arriver avec de l'argent pour qu'elle puisse rénover sa maison. Parce que je parlais avec Mathéos, que lui, c'est lui qui va rénover la maison, puis il m'a sorti un montant de quoi acheter, le ciment. Je pense que ça tournait en entour de 1700 $ pour rénover la maison, pour qu'elle soit vivable, si on veut. Moi, c'est ça. Puis. Je peux comprendre ton questionnement. Tu disais aussi, c'est sûr que tu leur donnes. Tu lui donnes un montant X qui ici peut ne pas paraître gros, mais là, pour comme tu dis, le monde qui l'entoure, ça peut être une fortune. C'est une fortune. C'est une fortune. T'sais. Puis, bon, comme dans tout pays, c'est pas juste au Brésil, mais il y a de la drogue, il y a l'alcool, tu reçois de l'argent. Bon, tu t'évades dans la drogue ou dans l'alcool, puis bon, le lendemain, tu te réveilles, puis bon, je suis pauvre, j'ai pas d'argent, puis pas de nourriture. Ouais, c'est ça. Mais, moi, je voulais dire quelque chose, mais bon, on parlait de Gwirlyn. Ouais, Gwirlyn qui allait peut-être vous rejoindre. Moi, qu'elle était noire. Ou qui te parlait quand tu disais que peut-être envoyer de l'argent, je sais pas. Mais... bref, en tout cas, je n'ai pas envoyé. J'hésite toujours. J'ai même entendu. J'étais à la caisse, j'ai le numéro de compte de ma soeur. J'hésite toujours avant d'envoyer. Puis, même au début, il voulait avoir de l'argent. Puis, j'ai dit, voyons, il y a quelque chose. Tu sais, j'ai dit, là, je leur expliquais, je peux pas vous envoyer de l'argent comme ça. J'ai dit, je sais pas qu'elles allaient faire. Puis là, ouais, mais crois-moi, mais oui, mais on se connaît, mais on se connaît pas. Exactement. Donc, j'ai décidé de pas en envoyer. Bon, si je voulais parler de quelque chose, on parlait de Gwirlyn d'argent. Ouais. Pas des questions. Mais ça. Non, mais écoute, au Brésil, là-bas, j'ai essayé d'envoyer justement la rencontre de Sabrina par YouTube. J'ai essayé de l'envoyer à Gwirlyn pour qu'elle le voie. Elle ne pouvait pas le voir, c'était bloqué. Tout est bloqué. Puis, ils ne sont pas informés de ce qui se passe dans les autres pays. Ils ne sont pas informés de ce qui se passe au Canada. Mais là, je te parle du nord-est du Brésil, de mon village. Puis tu vois, mardi soir, ma soeur, elle m'écrit, puis elle m'envoie. Elle dit, aujourd'hui, je me suis informé du Canada, de ce qui se passait au Canada. Puis elle me dit, t'es bien là-bas. J'ai dit oui, on est bien ici. Cet hiver, elle me posait des questions aussi. Comment c'est comment ça se passe avec les hôpitaux, comment ça se passe si on ne travaille pas. Eux autres, le bien-être social, ça n'existe pas. Non. Tu vois, Gwirlyn, elle me dit, si tu t'en vas, si tu vas coucher à San Luis sur le bord des hôtels, ben ta soeur ne pourra pas aller te voir. Elle est trop pauvre. Elle ne pourra pas te visiter. C'est toutes des choses que je n'étais pas au courant, des choses que je ne savais pas. Et qui fait que mon voyage ça va être pas un voyage humanitaire, mais ça va être un voyage de reconnaissance et enrichissant, si on veut. Non, mais toi, tu vas aller chercher de quoi? Tu l'aurais. Ouais. Puis, je sais que moi, ma belle-mère, elle va souvent à Cuba, mais elle va pas dans un grand centre, elle va des petits villages, elle s'est fait des amis. Puis à chaque fois qu'elle va là, c'est ça, elle ramène du linge, elle ramène du savon. Tu sais, toutes des petits besoins. C'est des petites affaires que pour nous autres, on prend pour acquis, mais pour eux autres, c'est du luxe. Exactement.
qu'est-ce que je pourrais dire de. D'habitude, les gens me posent des questions, Denis. Oui, mais. Non, mais. non. Écoute, c'est volubile, là. Ouais, ok, ça va bien. Non, mais j'essaie de quand même, j'ai des photos. Les enfants à Myriam me parlent, la plus vieille me parle, c'est drôle, c'est comique. On a des conversations. Ils m'envoient des photos, ils sont sur le bord de la mer, là, c'est merveilleux. Là, puis ils sont libres, là, ils s'en vont là tous les jours. Mais tu sais, tu regardes, tu parles, oui, c'est sûr, c'est certain que leur mode de vie, la nourriture, ça doit être tough. Mais de l'autre côté, si tu leur parles de notre mode de vie à nous autres ici, ils vont capoter, ils vont dire que ça n'a pas d'allure. Là. C'est sûr. C'est sûr. Même avec Gourlaine, on faisait la différence de prix d'une poche de ciment. Là, je pense qu'il y avait 4 $ de différence. Bon, j'ai du ciment, je ne sais pas comment ils font leur ciment là-bas. Mais ouais, c'est ça. La différence du mode de vie, comme tu dis, elle est grande. On est tout le temps, on court tout le temps. Oui, ça, c'est bien que tu en parles parce que ma soeur, elle me parle, mais là, je peux pas, je suis en auto. Là, je suis à la game de soccer de mon gars. Là, je suis en train de me promener les chiens, quoi que ce soit. Mais alors qu'elle, elle est couchée dans la hamac, les enfants jouent. De temps en temps, ils passent le balai sur la terre pour enlever les cochonneries. Ils s'en vont à la plage. C'est ça leur vie. Je sais que ces enfants, certains ont été à l'école, certains travaillent dans la construction. On a un qui travaille sur les bateaux ou pétroliers, je pense, quelque chose comme ça. Mais ils n'ont pas toute cette chance-là. Je sais que la plus jeune, a fait le ménage dans les maisons. Mais si tu ne vas pas à l'école, tu n'as rien. Ils n'ont absolument rien. Non. Puis j'ai essayé de leur faire comprendre le mode de vie d'ici. Je lui explique. Là, oui, je vois, mais je pense qu'il faut qu'elle vive pour qu'elle comprenne. Dans tout ça, là, ils sont tout le temps souriants, sont tout le temps heureux, sont tout le temps contents. En voyant du monde, en jasant avec d'autres Brésiliens, le Brésilien, c'est un pays chaleureux. Le Brésil, c'est un pays chaleureux. C'est un pays où ce que tout le monde est content, est heureux. Ou quand je me fais de quel pays, qu'est-ce que ton origine? Ah, le Brésil! Ah, quel beau pays! Ah, j'ai resté là pendant 2 mois. Mais c'est un grand pays. Je pense que c'est le 3e, 4e plus grand pays au monde. J'imagine que chaque région doit avoir ses particularités. C'est ça, sectionné. En Amérique du Sud, en Amérique du Sud, là, je veux dire, le sud du Brésil, c'est cosmopolite. Là, tu vois, j'ai un ami, Martin Lachapelle, peut-être tu connais. Le nom? Ouais, il lui sort qu'une Brésilienne, mais c'est une Japonaise. Alors que ses parents sont immigrés au Brésil. Le couple que j'ai rencontré à Cuba, Isabella est brésilienne, elle vient de Sao Paulo, mais son mari, ses parents sont hindous, mais sont venus au Brésil pour le travail. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vient pour le travail. C'est dans le centre du Brésil, mais Rio. Puis le plus haut, le plus haut qu'on appelle le nord-est ou le nord, c'est que l'Amazon, Manaus qui est la capitale, puis tu as San Luis, c'est où est-ce que c'est plus pauvre. C'est différent, la culture est différente, puis le mode de vie est différent. Puis on me dit que San Luis, c'est le berceau du Brésil. C'est là que le vrai Brésil, le vrai portugais se parle. D'ailleurs, c'est une petite parenthèse, mon père, on le voit sur les photos, il y avait des traits très, très, très portugais. Puis ma mère, alors, elle, c'était plus Afrique, si on veut. Okay. Parce que si on va dans l'histoire du Brésil, il y a eu l'esclavage, puis oui, il y a eu il y a eu des conquistadors. Non, mais les Africains qui sont venus au Brésil pour travailler. Oui. D'ailleurs, la capoeira, qui est un art martial brésilien qui a été créé pour... c'est une danse, en fait, mais c'est une danse... Il n'y avait pas le droit d'apprendre à se battre. Donc, ils ont créé cette danse-là qui est des mouvements de karaté un peu, mais qui est très musical. Puis c'était du camouflage pour pouvoir se défendre. Allez voir d'ailleurs sur YouTube, là, c'est bon, c'est le rythme et tout. Moi, je pense que j'ai des traits plus africains, plus de ma mère, alors que mon père, mon frère, excuse-moi, il y avait des traits plus de mon père. D'ailleurs, en parlant de ça, à Noël, pour la première fois sur WhatsApp, Guirlaine,
elle a été à voir sa mère, elle était avec ma sœur. Et on a fait une conversation live. Je savais pas quoi dire. Elle savait pas quoi dire, mais on s'est regardé, cellulaire à cellulaire, et elle a pleuré, j'ai pleuré, mais on pleurait de joie. Ça, d'ailleurs, ça me roule une porte sur... T'arrives ici, t'es adopté, il n'y a personne qui te ressemble. T'es seul au monde. T'as aucune identité. Ouais. Surtout dans un petit village. En plus. Mais toi, t'es enfant unique, je pense. Mais j'ai une sœur qui a 14 ans de plus que moi. Moi, je savais pas. Mais bon, tu y ressembles. Ta mère, oui, elle te ressemble. Excuse-moi, tu ressembles à ta mère. Et moi, j'ai pas cette identité-là jusqu'à temps que j'ai mon gars. Là. Mais quand on s'est vu, là, ma sœur, elle a souri, j'ai souri. Là, je regardais, elle a la même craque, la petite craque dedans. Elle a le même nez que moi. Puis là, elle me parlait, elle dit, t'as la même couleur de peau que ta mère, t'es plus foncé. Mais ça, c'est toutes des choses que je savais pas, que j'ai jamais su. C'est toutes des choses qui fait du bien à entendre. Tu continues à découvrir encore aujourd'hui. Oui. Puis là, on parle de dentition, quoi que ce soit, mais il n'y a pas de dentiste là-bas. Puis là, Guirlaine qui me dit, ta sœur, elle sourit jamais parce qu'elle n'a pas des belles dents, puis elle ne veut pas les montrer. Puis là, sur cette vidéo-là, elle n'est pas capable de se retenir. Non, puis elle sourit, puis là, les deux, on sourit, puis on pleure, puis ça a duré. On parlait même pas. Guirlaine, il parlait un peu en anglais, puis c'était I love you. Mais en même temps, la diffusion, là, c'était les réseaux, l'image était moins bonne. Ça a été un beau moment. Tu vois, grâce aux réseaux sociaux, grâce à Internet, toutes les choses ont avancé beaucoup plus rapidement, je crois. Puis on peut s'informer plus du village, du lieu où je viens. Ici, au Canada, ma mère, mes parents adoptifs ou ma mère, ils ont été merveilleux. Tu sais. Ma mère a été merveilleuse. Comment je dis toujours, je cherche le mot pour dire que elle a un grand cœur d'être venue nous chercher, de nous avoir donné cette chance-là de vivre ici au Canada. Puis moi, on parlait tantôt de Noir à Saint-Grégoire. Là. Bon, mais Yann, il était adopté, mais il n'a aucune idée de ses parents, de l'origine, d'où ce qui vient. Emmanuel, c'était la même chose. Puis ma sœur aussi, c'est la même chose. Moi, j'ai ce privilège-là, je le sais, je le sens. Puis c'est le mot que je cherchais, j'en suis reconnaissant de ma mère d'être venue nous chercher au Brésil. Puis ça a toujours bien été. Elle a toujours été là pour répondre à nos questions. Elle m'a toujours... c'est pas une mise en garde, mais tu sais que si tu retournes là-bas, c'est pauvre. Il faut que tu sois prête. Là. C'est pas comme ici, ton pays, c'est pauvre. Le système, là, ça a peut-être changé, mais le système des égouts, c'est dans les rues. Les chiens, ça vit partout. Les cochons, quand on parlait de Brésil divisé tantôt, là, dans le nord-est, c'est dans les villages plus pauvres, c'est comme ça. En même temps aussi, elle va sûrement m'écouter, on n'a jamais parlé, mais j'ai senti quand même une certaine réticence de ma mère adoptive, le fait que je retourne voir mes origines, puis je suis peut-être Tu veux que tu reviennes pas? Ou? Non, je pense pas. Mais d'ailleurs, je pourrais aller rester là parce que quand tu as la double citoyenneté. Mais j'ai senti une réticence de mon petit gars, mon gars adoptif, il va retourner voir ses origines. Peut-être qu'elle avait peur que je revienne. Peut-être raison. Elle avait peut-être peur que je revienne pas ou peur que je sois déçu ou je sais pas c'est quoi cette peur-là. J'ai jamais posé la question. C'est sûr que ça va être émotif, c'est un clash. Tu vas voir. Ouais, c'est ça. Tu vas voir ce que tu aurais vécu, tu vas te poser des questions sur qu'est-ce qui te serait arrivé, c'est certain. C'est certain. Oui, j'ai le regret de ne pas avoir vu mes parents et mon frère qui me ressemble beaucoup, mais qui était... D'ailleurs, mon frère mesurait 6 pieds 2, puis mon père 5 pieds 11, puis moi 5 et 7. Là, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'aurais peut-être eu une meilleure carrière sportive parce que je fais beaucoup de sport. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. D'ailleurs, ma sœur aussi, elle a la même grandeur que moi. Là. Bon. Mais comme tu dis, ça va être un voyage émotif là, de tout revoir ça. Et écoute, j'ai demandé l'adresse j'ai demandé dernièrement c'était quoi l'adresse de
tout ce que la maison familiale. Parce que quand j'écrivais des lettres, j'envoyais les lettres à la maison des sœurs. Et là, les sœurs allaient le porter et c'était vice-versa. Et là, quand j'ai vu la maison, j'étais par Google Maps, ça a fait quelque chose. J'ai fait OK, c'est là je suis né. Tu sais. Google Maps est rendu là aussi. Oh, je l'ai même pris en screenshot. Il n'y a pas de. Tu comprends? Les habitants ont de la misère à avoir de l'Internet, mais Google Maps. Oui, ça c'est assez drôle aussi hein, quand même. Ils ont pas. Ils ont la misère à avoir Internet, le réseau rentre mal, mais tout le monde a des cellulaires. Mais je pense que c'est moins cher qu'ici. Oui, mais c'est partout de même. Là. À Cuba, c'est la même chose, hein, je pense. Oui, puis j'ai reçu une invité. Tu écouteras le podcast qui sort cette semaine. Okay. C'est quelqu'un qui travaille pour l'UPA en aide internationale. Okay. Fait que elle était là en Afrique, en Haïti, tout ça. Puis elle dit, c'est ça, là-bas, le monde, ils ont 3-4 cellulaires dans les poches parce qu'il y en a un pour... Parce qu'il y en a un pour appeler tel membre de la famille, ça lui coûte moins cher de même. Puis celui-là, c'est pour appeler tel autre membre parce qu'il est sur un autre réseau. C'est la même chose au Brésil. Ouais. Tu vois, les amis brésiliens m'ont compté la même chose. Hein. Alors que nous on paye des montants de fou pour nos cellulaires. On est la seule place dans le monde, je pense que c'est le même. Mais tu sais. Et là, fut la venue de mon gars. Hein. Ouais. Oui, ça c'était. Quel âge ton gars, là? Il a 14 ans aujourd'hui. 14? Ouais, okay. Lui, je pense qu'il va retenir de justement on dit qu'on sorte une génération, là. Il m'a déjà dépassé. Il a l'âge de ma fille. Ma fille va avoir 14 ans dans 2 semaines. OK. Puis toi, ton gars, il a 15, je pense. 11. OK. Ouais. Moi, et là, c'est ça. Fut l'avenue, mon gars, en 2005. Et là, enfin, il y avait quelqu'un au Canada, dans mon Québec, qui me ressemblait. C'est tellement important, c'est inexplicable, je pense, mais ouais, c'est ça. Quand mon gars grandit, bon, il a les mêmes traits que toi. Plus qu'il grandit, plus qu'il a les mêmes traits. Là, tu te fais dire à ton gars, là, il a la même attitude que toi, ou il a la même position, ou il a la même pose. Tu rencontres un professeur. Bon, c'est sûr que la couleur de peau aide là, à la caractéristique physique, mais tu rencontres un professeur puis qui te dit OK, tu ressens les matos, il ressemble à son père, c'est fou. Là. Désolé, Véro, là. C'est qui sa mère. Non, mais elle a des traits aussi, là. Ils ont des mêmes traits de physique. Mais ouais, ça, la venue de mon gars, ça a été un moment important qui a fait que pour moi, c'était important d'avoir un enfant. J'ai toujours aimé les enfants, là, mais c'était important pour moi d'avoir un enfant, d'avoir cette identité-là. Inconsciemment, peut-être pour combler ce manque-là d'identité, de t'identifier à quelqu'un. Ouais, je pense. Mais c'est difficile à dire ou à expliquer, là, mais parce que on veut presque tout avoir des enfants, tu sais pas. Oui. Je pense que c'est le but de l'humanité, en quelque sorte. Lui, es-tu excité pour le voyage l'année prochaine? Oui, je sais pas encore si... Je sais pas. C'est un ado, hein? Mais j'étais très jeune, où il a commencé à être conscient qu'il s'est intéressé au Brésil. Puis l'histoire que je raconte là, il la sait, il la connaît. Peut-être pas tout en détail, mais il va écouter l'émission, fait qu'il va sûrement en apprendre plus. Mais oui, c'est sûr qu'il est intéressé. Puis je me rappelle des moments plus jeunes où il allait passer du temps avec ma mère en camping. Puis il avait rencontré des petits gars, puis il avait dit « Allô, je peux te jouer avec vous autres? » Puis moi, mon père, il est né au Brésil, puis j'ai du sang brésilien. Tu sais, pour lui, c'était important de se présenter comme ça. Tu sais, et écoute, c'est sûr, il joue au soccer. On a regardé des matchs de soccer. Il porte des gilets du Brésil. Je pense qu'il est fier de ça. C'est une bonne question. Je vais demander si... Oui, je pense qu'il est out. Hein. Il a sûrement hâte d'y aller... au Brésil. Puis, sais-tu qu'ils n'ont pas beaucoup d'Internet? Normalement, les ados, pas d'Internet, ils ont de la misère. J'y ai pas dit. Ils vont l'apprendre. Il ira sur la plage. Non, il ira jouer sur la plage. Ouais. Mais, ouais, c'est ça. Je revenais avec le caractéristique physique, comme les professeurs qui disent ça, qui disent ces choses-là. C'est réconfortant. C'est fun. Puis je la regarde aujourd'hui, puis c'est ça, même, je pense, c'est mes tantes ou du monde qui m'ont vu plus jeune, puis qui n'ont jamais vu mon garçon, puis que,
Même du monde du village qui ont déjà appelé Mathéo, ils l'ont déjà appelé Pascal. C'est fou la ressemblance qu'on a. J'ai montré des photos quand moi j'étais jeune, j'ai montré des photos à Mathéo, puis il pensait que c'était lui, puis là, j'ai dit non, c'est moi. Fait que ce besoin-là, il était important pour moi. Ouais. Fait que mon gars, je t'aime beaucoup. Hein? Non, mais de manière que t'en parles, ça fait depuis 4 ans. C'est à l'âge de 4 ans que tu as eu le déclic qu'il n'y a personne d'autre qui te ressemblait dans ton entourage. Ouais. Peut-être l'âge de la conscience. Là, puis ce fameux soir-là, tu sais, que j'ai voulu savoir pourquoi j'étais noir. Tu sais, ce soir-là, cet après-midi-là, tu sais, puis ma mère qui me prend sur mes genoux puis qui me raconte ça. Là, il me semble, tu sais, ça, c'est frais en mémoire, ce moment-là. Les moments marquants restent tout le temps. Toujours. Ça, moi, j'ai pas... tu me dis, tu t'étais fait écœurer parce que t'étais noir. C'est de quoi j'ai pas... Je suis blanc, fait que j'ai jamais remarqué, là, mais tu sais, dans ma tête, à Saint-Grégoire, ça s'était pas passé. Tu sais, dans ma tête, que t'étais... Dans ma tête, tu étais un gars cool, que tout le monde aimait. Dans ma tête, je me suis jamais dit Pascal a dû se faire écœurer peut-être après, plus tard, quand tu rencontres du monde extérieur qui ne connaissent pas, mais je me disais, à l'école Frère André, il n'y a pas personne qui devait écœurer les quelques noirs qu'on avait parce qu'ils étaient noirs, là, tu sais. Ben oui, puis ça, c'est... Bon, je leur en veux pas aujourd'hui, mais c'est ça que c'est les... Écoute, les enfants racistes, ça n'existe pas, là. C'est les parents, là, quelque part, tu sais. Non, les enfants, ils voient juste un autre enfant. Exactement. Puis tu m'amènes sur un sujet là-dessus. Tu sais, moi, ma couleur de peau, je la vois pas. Je la vois pas, la différence. Je me lève pas le matin, je me brosse les dents, je dis, hey, je suis noir aujourd'hui. Non, je le vois pas, ça. C'est Pascal. Je suis Pascal, c'est ça. Mais les questions qu'on me pose sur le Brésil, ou c'est quoi tes origines, peut-être c'est ça qui fait que bon, ben oui, c'est vrai, je suis né ailleurs ou je viens d'ailleurs, tu sais. Plus tard, j'ai pas fini, mais j'ai fait une technique en loisir au Cégep Saint-Laurent, puis qui était le Cégep le petit plus multiculturel à Montréal. Ben, je pense au Québec, là, parce que on s'éloigne. Ouais. Et je me suis... j'ai-tu vu des Brésiliens là-bas? Je n'ai pas vu beaucoup, mais je me suis retrouvé dans ce monde, dans ce mix, dans ce mélange de monde-là. Je me suis retrouvé dans le vivre et laisser vivre. Tu sais, des anecdotes de racisme, je pourrais t'en raconter plein. En même temps, on se forge une carapace. Au début, tu te frustres. Tu sais, ma mère était professeure, puis mon père et mon parrain qui me disent, Pascal, au primaire, si tu te fais écœurer, bats-toi, tu te défends. Puis on a gardé tous nos souvenirs, puis j'ai encore mes fiches de disciplinaire où ce que Pascal se bat constamment. Et ma mère, quand elle a appris ça, elle était fâchée. Elle s'est demandé qu'est-ce qui s'est passé. Puis moi, en tant qu'enfant, les enfants disent toujours la vérité. J'ai expliqué. Bon, elle n'était pas contente. J'étais peut-être qu'on ne joue pas à Goldorak, j'étais juste pas fin avec toi. Toi, tu étais Goldorak, il n'y avait pas de noir. Non, c'était japonais. Oui. non, on savait pas que c'était japonais, nous autres. La traduction était figure au point, puis c'était percutant. Mais. Exactement, t'es fâché après ça. Ah ouais, t'es fâché de savoir que c'est parce que je me faisais écœurer que je me défendais. Et c'est un exemple de tant d'autres. Bon, je n'aimerais pas de nom, mais bon, ça a été ça tout le long du primaire jusqu'à temps que, bon, comme je dis, on se forge une carapace et on se défend. Tu sais, aujourd'hui, on parle d'intimidation. Bon, dans le temps, c'était-tu de l'intimidation ou c'était du racisme? On parlait d'innocence d'enfant, c'était pas du racisme. Moi, j'ai toujours vu ça comme une caractéristique physique. T'sais, quelqu'un qui est obèse, bon, ben, et on va dire, bon, crise de gros aussi. Et des fois, ça va être, bon, ben, crise de nègre. Parce que je suis noir, puis ce mot-là, c'est bon. Ce mot-là, je pense qu'il part parce que mon gars connaissait pas ce mot-là, nègre. Ah non? Sinon, il avait aucune idée. D'ailleurs, il connaît pas les jokes de noirs que les jokes de noirs dans le temps que les jokes d'aujourd'hui. Il y a plein d'affaires qui ont disparu. Oui. J'essaie de retrouver la première fois que j'ai vu Anthony Cavana. Tu sais, moi, les Noirs, je les aime à TV, à radio, puis en Afrique, là. J'essaie de trouver ça sur le net. Ah oui, puis tu l'as pas retrouvé. Impossible de trouver ça. Je voudrais que tu écrives, c'est quoi, Juste pour rire qui avait diffusé ça. C'était Radio-Canada, je pense, à l'époque, mais
Mais, ouais, c'est ça. Mais bon. Puis en vieillissant, bon, ça s'est mieux passé. Oui, j'avais des amis. Puis j'en ris aujourd'hui. Aujourd'hui, on vient plus sage. Puis ces commentaires-là, bon, ben, ça nous passe par-dessus la tête. Puis je pense que la meilleure défense, c'est l'ignorance. Mon gars, c'est arrivé quelques fois. Puis bon, mais en même temps, lui, ces petits commentaires racistes-là qu'il subit, moi, je me revois quand j'étais jeune je revois ma mère qui dit non, laisse-les faire, faut pas t'embarquer dans ces histoires-là. Mais toi, t'es le même, mais tu prends quelqu'un qui a une famille qui c'est plus difficile chez eux, qui n'a pas confiance en lui, tu peux le changer de deux manières. Soit ça va devenir une personne ultra écrasée, soit ça va devenir quelqu'un qui va se mettre à penser que tous les Blancs sont racistes, puis il va devenir extrémiste de son bord, lui aussi, tu sais. Fait que, tu sais, je veux dire, toi, tu sais, ta personnalité qui fait que tu étais capable d'endurer ça, mais d'autres personnes, ben, ça peut les faire shifter pour leur vie, carrément, parce que si tu écrases quelqu'un, mais sa vie sera pas pareille. Absolument. Puis, comme tu dis, ma personnalité a fait que je suis comme ça, mais je pense un peu aussi avec les réflexions ou les commentaires que ma mère apportait, tu sais. Puis, écoute, ma soeur est un petit peu plus pâle que moi, puis je pense pas qu'elle... Bon, une fille, c'est différent, là. Puis ma soeur, elle se défendait. Mais je pense pas qu'elle a subi peut-être autant de commentaires raciaux que j'ai subi. Puis là, quand le mot subi, là, faut s'entendre, là. C'est ça, en vieillissant, tu deviens plus sage, comme je dis. Puis, il y a eu la venue des athlètes sportifs noirs. Je crois que ça l'a aidé beaucoup, là, qui fait qu'aujourd'hui, mon gars, mon nègre, il savait pas c'est quoi. C'est moi qui a fallu qu'il explique. T'sais, avec Michael Jordan, là, tout le monde aimait Michael Jordan. C'est le meilleur joueur de basket. T'sais. Avec Piqué Souben, ça aussi. Dans le hockey, c'est un des premiers à être aussi populaire. Oui. J'étais arrivé chez le frère à ma blonde, son petit neveu. Il était gêné, mais là, son frère, il dit c'est qui ton joueur préféré? Bon, c'est Piqué Souben. Parce que, tu sais, oui, des fois, veut pas un enfant qui voit un noir ou qu'il n'a jamais vu, on le ressent, ça. On le sait, là, on le voit, là. Il y a un inconfort, là. Il y a un malaise, puis il te fixe, puis il te regarde, tu sais. Mais tu vois, le neveu, lui, son idole, c'était Piqué Souben. Fait que quand il m'a vu, il était gêné, mais il était content. Il n'y a pas eu cette distance-là au début qui se crée de malaise, si on veut, par différence de couleur de peau, grâce à Michael Jordan, à Piqué Souben ou Anthony Cavana, puis tous ces gens-là. Là, on s'éloigne un peu de l'adoption, mais bon, mais c'est un cheminement de ça fait partie de toi. Partie, ouais, exactement. Puis, comme je dis, pour revenir au cégep Saint-Laurent, quand tu arrives à Montréal, bon, ben là, on sait, il y a de tout. Il y a de tout. Puis, là, on se sent plus à l'aise, puis on se sent plus, pas chez soi, mais dans un mélange de nationalités. Je me rappelle, au cégep Saint-Laurent, je pensais en Palestine, ça allait pas bien. Puis, quand tu rentrais dans la cafétéria, il y avait des Juifs d'un bar. Non, justement. Il y avait la table des Juifs. Après ça, tu avais les Haïtiens, tu avais les Libanais, puis tu avais une autre nationalité. Tout le monde se parlait, tout le monde, ça jouait beaucoup de domino, tout le monde se mélangeait. Puis tu vois, eux autres, on s'en fout, là. Mais ça, c'est quand même de même ici, parce que moi, où je travaille, j'ai beaucoup d'Israéliens, moi. Parce que à la base, la technologie vient d'Israël. Puis, un des gars qui travaille avec moi, qui est à Montréal, André, il me disait, il dit, tu sais, avant d'arriver ici, là, je pensais que les musulmans, c'était tous décrottés. Parce que c'est le même qu'on voit ça en Israël, tu sais. Là, ici, je joue au volleyball avec eux. Puis, tu sais, je me rends compte que c'est du monde comme n'importe qui. Absolument. Mais c'est la culture dans laquelle tu baignes, c'est les politiciens, c'est tout ce qu'il y a autour de toi qui forge ta vision ou qui vont fausser ta vision sur la réalité de qui sont les gens qui t'entourent, tu sais. Parce qu'au bout de la ligne, on est tous des humains, mais tout ce qu'on veut, c'est avoir une belle vie. Oui, puis pour faire des connaissances, puis genre... Ben, t'as absolument raison. Puis, moi, je pense que les médias, tu sais, les médias, ils sont forts là-dessus. Tu sais. Comme tu dis, on se forge tout de suite une mentalité sur telle nationalité. Mais
je l'en venais avec... Cégep Saint-Laurent. Cégep Saint-Laurent, Là, tu me disais ça, que quand ça allait mal en Palestine, tout le monde jasait. Ouais, tu as vu le multiculturalisme. Exactement. Puis, oui, c'est ça. Mais si on revient au secondaire, avant aussi, au secondaire, je pense qu'on était, à Marcel Landry, on était 7 ou 8 noirs. Tu sais, qu'est-ce que tu viens de citer présentement, c'est... Moi, je me disais, le monde disait, bon, il y a eu les noirs, yo, là, la façon de marcher, puis la façon de hey, yo man, comment ça va, puis se taper la main, puis tout. Je pense que ça tapait ses nerfs du monde. Puis je me suis dit, non, moi, je serais pas comme ça. Moi, je serais pas, je projetterais pas cette image-là du noir, si on veut. Puis tu vois, au secondaire, on était 7 noirs qui se tenaient ensemble. On n'était pas comme ça. Puis on était appréciés. J'ai jamais subi aucun racisme au secondaire. Jamais. Puis, ouais, ça a été du bon temps, des bons moments. Je pense qu'on a pris une photo ensemble, les 7 ou 8 noirs qui étaient collés. Ça a été des bons souvenirs du secondaire. Puis après ça, c'est ça, il y a eu le Cégep Saint-Laurent, puis la venue des joueurs sportifs, comme je te parle, qui a aidé. Mais d'ailleurs, j'ai pas l'accent aussi. J'ai pas l'accent d'un noir. Puis ça, c'est une anecdote que c'était arrivé. En technique de loisir, j'avais un projet, puis il fallait que j'aille à l'Oasis à Saint-Jean pour savoir comment ça se passait les activités communautaires. Et j'appelle la personne responsable, qui est une personne âgée qui reste là-bas. Bon, je fixe un rendez-vous. Je lui dis, OK, je vais avoir ces questions-là à vous poser. Là, pas de problème, je vous attends. On n'avait pas de cellulaire dans le temps, fait que je l'appelais de l'appart. J'arrive. Quand j'ai cogné à la porte, elle a entrouvert la porte. Quand elle m'a vu, elle a refermé la porte. Là, mais j'en ai ri, là. J'en ai ri dans ma tête. J'ai recogné, j'ai dit non, madame, j'ai dit c'est moi qui viens pour passer l'entrevue. Et j'ai senti le malaise de cette personne-là. Mais tu sais, quand on y pense, puis là, il faut parler de génération. Des stéréotypes de génération aussi. Puis là, on a lâché les jokes, c'est noir. Là. Ça fait du bien, ça aussi. Mais moi, j'y connais toutes. Là, fait que... Après ça, mais je suis content d'entendre quand il y a une nouvelle joke sur les noirs, mais il n'y en a plus. Je pense qu'on les a tous épuisés. Fait que c'est ça. Non, ça valait pas. Non. Mais tu regardes encore, j'ai une maladie mentale là, sur les mauvais commentaires sur Facebook puis tout ça. J'ai un screenshot là-dedans. 2 noirs se sont fait arrêter en Floride pour un vol, whatever. Avec ta photo, 2 personnes arrêtées, blablabla. Comme premier commentaire en dessous, renvoyez-les dans leur pays. Il est probablement né en Floride, là. Tu sais, ta gueule, là. Oui, des fois, c'est ça. Encore aujourd'hui, c'est un automatisme. Renvoyez-les dans leur pays. Ouais. Puis tu sais, on sait qu'au Québec, on fait pas... des familles, c'est 2 enfants. Puis pour faire rouler l'économie, ben, on a besoin de ces familles immigrantes-là. On dirait que le monde ne comprenne pas ça. Mais là, c'est la folie des musulmans, puis tout ça. Fait que mais, ça aussi, ça me tue. Là. Ça aussi. Mais c'est bien que cette folie mentale-là, moi, j'essaie de m'en dissocier. Tu sais, des fois, sur Facebook, bon, j'écris, là, je fais non, laisse faire ça. Mais regarde, je vais dire... Tu sais, c'est quoi dans la peau d'un noir? C'est quoi? Mais d'ailleurs, il y a un livre qui a été écrit en 1976 là-dessus qui est très intéressant, qui s'appelle Dans la peau d'un noir. C'est un blanc qui s'en va aux États-Unis au Mississippi puis qui vit la vie d'un noir dans le temps de la ségrégation. Mais bon, bref. J'étais au cinéma, je vais toujours m'en rappeler. J'étais au cinéma, puis on écoute Terminator 2. Puis la scène où Arnold arrive... Puis le noir, c'est le programmeur là, qui avait ramassé un bras du Terminator. Puis il est avec le fusil, puis il veut le tirer. Puis là, le jeune, il dit non. Puis la personne en arrière moi dans la salle, elle dit, je m'en rappelle, elle dit, tu l'es, Chris, ça va en faire un de moins sur la Terre. Moi, j'ai 16 ans, puis j'entends ça. Je fais tabarnouche. Je me suis jamais reviré, j'ai rien fait, j'ai continué à écouter le film. Mes chums à côté, ils l'ont entendu, bon, ils n'ont pas réagi aussi, tu sais. Ça, d'ailleurs, c'est une chose, ça, que j'apprécie chez mes chums qui n'ont jamais fait de joke ou de commentaires sur les Noirs, tu sais. Bon, il y en a qui en font, là, c'est drôle, on rit. Mais tu vois, ces chums-là d'enfance,
eux ont toujours respecté la personne et non la couleur, tu comprends, tu sais. Comme je dis toujours, comme je l'ai dit tantôt, tout le monde va avoir un ami noir. Bon. Non, mais je pense pas que tu l'as dit. Non, je l'avais pas dit, non. Mais c'est ça. Mais non, cette joke-là, je la fais de temps en temps. Non, mais ça te prend un ami noir. Vous dites, mais non, je suis pas raciste, regarde, j'ai un ami noir. Exactement, c'est quoi, exactement. Ouais, fait que c'est ça. Puis, tu vois, 43 ans plus tard, mais on prépare ce voyage-là pour aller voir d'où ce que je... C'était important de savoir d'où ce qu'on vient, t'sais. C'est cool, tu reviendras l'année prochaine. Raconter, hein? Tu feras le suivi sur comment que ça s'est passé. Ouais. Tu amèneras des photos. Ça, puis ouais. Mais tu vois, tantôt, je parlais de... j'ai fait 2 mois, je pense, 2 mois à 1 heure par semaine pour apprendre le portugais. Ce qui n'est pas beaucoup, ce qui est dur. À notre âge, le cerveau... il est ramolli. Mais à force de parler avec ma famille, la traduction, tu sais, les verbes, je pense qu'il y a 2 verbes être. Il y a le verbe d'être de l'action que tu fais, puis il y a le verbe être que, comme si je suis un professeur, je vais toujours être un professeur. Ce verbe-là, il est utilisé dans ce sens-là, alors que le verbe être va être utilisé d'une autre façon. Ça m'a pris 2 semaines avant de comprendre ça. À cause de mon cerveau ramolli. Non, tout ça pour dire que c'est pas facile, mais à force d'entendre, mais c'est comme l'anglais, hein, à force de le pratiquer, écouter des émissions, on devient meilleur. Ouais. Si tu me prends il y a 7 ans, puis maintenant, moi, ça se passe tout en anglais, ma job. Là, j'ai un collègue qui parle français dans toute mon équipe. Là. Parce que j'ai du monde, j'en ai 3 au Québec, mais il y en a 2 qui parlent moyen français. Fait que vu que je suis paresseux, je parle en anglais parce que je veux que ça aille vite. Ça, c'est en Ontario, puis le restant de mes collègues, c'est aux États. OK, fait que c'est quel anglais? Mais en 7 ans, mon anglais, c'est... Ah, c'est sûr. C'est incroyable, là, malgré... puis la télé, j'écoute plus rien en français quasiment. J'écoute plus de traduction. Si c'est en français, je ne mettrai pas de traduction en anglais, là, mais... j'écoute juste en anglais maintenant. Même des fois, on écoute des films sur Netflix de traduction, puis là, il me semble que sur les lèvres, tu comprends les mots en anglais, alors que le mot qui sort en français, ça ne fait pas. OK, on va switcher ça. Juste le ton, juste la traduction. Ouais. Des fois, ma blonde est moins à l'aise en anglais, fait qu'elle n'a pas... j'ai écouté Stranger Things, j'avais écouté tout en anglais, puis elle voulait le réécouter, fait que ça me dérange pas, je vais l'écouter avec toi en français. Le show n'était même pas bon. C'était même pas le même show. Là. Ah ouais, les expressions. D'ailleurs, hein, la saison 3 sort aujourd'hui. Tu savais, ouais. Non, je ne savais pas. Là, je suis en train d'écouter... Là, t'es là, où? OK, là, j'attends. Là, je suis dans Bad Blood. OK, ouais. Et bon, comment t'en as pour un bout, non? Non, c'est des petites... Ouais. Non, ça, Bad Blood, ça se passe, c'est la famille Rizzuto. OK, oui. C'est vraiment cool. Ça se passe à Montréal. C'est 6 émissions, je pense. Hein, là, la 2e saison vient de sortir. Là, fait que là, je suis dans la 2e saison. C'est vraiment cool. Ouais, ça serait écouté. Mais tu sais, bon, on sort du sujet, mais Dark, qui est une production allemande qui parle de trous noirs. Puis c'est super bon, ça. T'écouteras ça aussi. Moi, l'écoutez pas en allemand, par exemple. J'aime bien la version originale, mais j'aime ça comprendre. Aussi, ouais. C'est cool. Ouais, je sais pas si c'est... non, c'est parfait. C'est notre heure, non? On est rendu à 1h12. Ah, et tabarnouche, je parle, hein? C'est ça que... Ah oui? Ah non, non, écoute, c'est ça. Fait que, dans l'été prochain, ouais. Oui, mais après ton voyage, tu reviendras nous jaser de ça. Puis on jasera d'autres choses. Oui, si tu veux. Mais non, moi, je te dis, j'ai pas d'agenda. Tu jases de ce que tu as envie. Moi, j'aime ça, découvrir le monde puis faire découvrir du monde. Oui. C'est pour ça que je fais ça. Là. Puis, tu sais, comme je dis, quand j'ai su que tu avais ça, puis cette émission-là, est-ce que j'y vais? Est-ce que je vais raconter mon histoire? On a parlé au début, peut-être c'était hors micro, là, mais tout le monde sait que j'ai été adopté, mais personne ne connaît réellement cette histoire-là d'adoption. Puis là, je m'en viens ici pour le rencontrer. Non, c'est cool. Mais maintenant, quand quelqu'un te pose une question, va chercher le podcast numéro... Attends, je t'envoie le lien. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. All right. Merci beaucoup, Pascal. Merci à toi. Puis j'espère être encore là l'année prochaine pour pouvoir écouter la suite de l'histoire. Ou sinon, on fera ça sur des selles. Non.
Ben, merci à toi, Denis. Plaisir, merci. Plaisir.